suis Christine Vézina, coordonnatrice du CRDP, l'antenne Université Laval. Alors, nous sommes ravis, bien sûr, de vous recevoir toutes et tous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Nous sommes privés, bien sûr, de la richesse des contacts humains, de la présence chez nous sur le plan physique de Mme Ruiz Fabry, mais bien sûr, nous contribuons à la réduction des gaz à effet de serre et nous facilitons également l'accès, puisqu'on sait que les participants, parfois, dans le contexte actuel, là, pour eux, c'est plus facile de participer à ce type d'événement à distance. Alors voilà. Donc, cet événement s'inscrit dans les activités scientifiques du Centre de recherche en droit public. Je vais laisser tout de suite la parole à mon collègue Vincent Gautret, qui est le directeur du CRDP, et par la suite, j'introduirai notre conférencière. Merci beaucoup d'avoir associé cette conférence au CRDP, alors que c'est vous qui avez tout fait, qui avez tout organisé et qui avait développé ce cycle sur les approches critiques avec cette première conférence avec une approche féministe du droit international. Je dois dire que ce type d'approche parle beaucoup au CRDP. Alors, d'une part, parce qu'il vient de l'Université Laval, parce que depuis l'an dernier, le CRDP, qui est un centre de recherche historiquement associé à l'UDM, qui est toujours basé à la fac de droit de l'UDM, mais depuis l'an dernier, le CRDP est un centre pluriuniversitaire avec McGill et l'Université Laval. Donc, on est ravis que ce projet origine de votre part. Puis on est ravis aussi parce que cette approche critique correspond à un historique et à une manière de faire qui est typique du CRDP, de voir le droit autrement, de regarder le droit au-delà de l'approche classique. Et puis, je vais essayer de fermer le micro. C'est fait de Madame Chloé, mais c'est fait. Mais donc, cette approche critique correspond tout à fait à ce que le CRDP fait depuis maintenant presque 60 ans. On va fêter les 60 ans l'an prochain. Alors, merci Christine, merci Véronique d'associer le CRDP à ce beau cycle et cette première activité de Madame Ruiz Fabry que je vais, je pense, laisser à Véronique le soin de présenter. Ce n'était pas le scénario prévu, mais avec grand plaisir. Comment présenter Hélène Ruiz Fabry? Il y aurait tant à dire. Pour moi, ça va rester ma directrice de thèse pour toute la vie. Chaque fois que je l'écoute, je redeviens une étudiante. Mais Hélène Ruiz Fabry, moi, j'aime la présenter comme une très grande dame du droit international. Elle est spécialiste de tellement de choses et sans pour autant demeurer dans la généralité. Elle connaît tellement de choses. Moi, je l'ai connue comme spécialiste du droit international économique, mais elle a travaillé sur tant d'autres sujets. Actuellement, elle est à la tête de l'Institut Max Planck sur la procédure internationale qui est basée au Luxembourg. Elle est toujours associée également à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et peut-être que Christine, je te laisserai lire de manière plus formelle la notice biographique d'Hélène Ruiz Fabry, mais j'en profite simplement pour la remercier d'avoir accepté très spontanément, très rapidement cette invitation, malgré un emploi du temps extrêmement chargé. Merci Hélène, c'est un plaisir de te retrouver ce midi. Merci Véronique, on sent des mots qui viennent du cœur, alors c'est tellement plus parlant que la notice que j'ai prévue, mais simplement ajouter à tout ce que tu as dit que Madame la professeure Ruiz Fabry a été honorée par le CNRS en 2015, elle a obtenu la médaille d'argent du CNRS et elle a été nommée en 2016 chevalière de la Légion d'honneur. Alors, nous sommes bien sûr ravis et honorés de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Elle nous entretient d'un thème qui est encore peut-être, enfin, elle saura le dire mieux que moi, mais encore trop peu traité dans la littérature francophone en droit international. Donc, sa conférence durera environ 45 minutes et nous disposerons ensuite d'une trentaine de minutes pour les échanges et la discussion. Je devrais malheureusement quitter à midi puisque j'enseigne cet après-midi à 12h30. Alors, je tiens à m'excuser auprès de notre invité. Mon collègue Vincent Gautret là, pourra se charger d'animer la période d'échange et de discussion. Alors, merci, Madame la professeure
Ruiz Fabry, merci chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de vous recevoir virtuellement et je vous cède maintenant la parole. Donc, merci de cette invitation. Véronique a dit que je m'intéressais à beaucoup de sujets et c'est effectivement le cas. Je suis très heureuse de pouvoir parler de ces approches féministes du droit international qui me tiennent à cœur, même si je ne me présenterai pas moi-même comme une tenante d'une de ces approches particulièrement. Mais je les pense importantes et je pense effectivement qu'elles ont besoin d'être connues. Parce que de mon point de vue, parler des théories féministes du droit international, c'est parler de théories ou d'approches qui sont à la fois critiques et engagées. Et on parle toujours d'un point de vue situé, mais il y a des moments où on le reconnaît et d'autres où on ne le reconnaît pas, ou plutôt il y a des personnes qui le reconnaissent et d'autres qui ne le reconnaissent pas. Adopter une approche féministe du droit international, c'est prendre une position située mais qui le reconnaît, et c'est prendre en même temps une position critique. Donc évidemment, en tant que théorie critique et engagée, les théories féministes s'exposent elles-mêmes à la critique et bien sûr, elles n'échappent pas aux contradictions. Elles sont d'ailleurs très, très diverses, mais elles présentent quelques points communs. Le point qu'elles partagent, c'est la perspective que les femmes sont exclues du droit international, que le droit international est fait par les hommes et pour les hommes, et que les femmes n'y sont pas des sujets de plein droit et leur voix n'est pas audible. Donc, de façon générale, l'objectif des théories féministes ou des approches féministes du droit international, à travers leur critique du patriarcat et de ce qu'on pourrait appeler le masculinisme du droit international, c'est de débusquer, de démasquer les structures cachées du droit international qui permettent de contrôler les processus juridiques et politiques de décision. Donc là, on parle évidemment de pouvoir, et c'est la façon dont il est exercé et partagé ou pas qui est en cause. Et bien souvent, c'est aussi en révélant les silences que l'on montre un certain nombre de réalités inconfortables. C'est, je dirais, principalement ce que je trouve intéressant dans ce type d'approche. Alors, je ne veux pas tout explorer et tout résumer. Vous allez vite vous rendre compte d'ailleurs que je suis une pipelette, donc je vais essayer de surveiller le temps, mais que Vincent Gautrey ou Véronique n'hésitent pas à me faire des grands signes si je suis beaucoup trop bavarde. Je vais me concentrer sur certains aspects avec un choix que certains d'entre vous pourront bien sûr trouver arbitraire. Mais je vais vous parler de ce qui me motive, ce qui m'intéresse beaucoup, et mon objectif est de faire ressentir l'utilité des approches féministes comme outil, comme instrument de pensée. Alors, il va sans dire que je pense essentiel d'agir pour améliorer la situation des femmes, c'est même plus urgent que jamais, mais ce que je souhaite montrer ici, ce sont les difficultés et les ambiguïtés de l'action telles que la pensée féministe ou les théories féministes permettent de les apercevoir. Alors, le champ académique de la pensée féministe en droit international date à peu près des années 80. Ça ne veut évidemment pas dire qu'auparavant, il ne s'est rien passé, ni que les femmes étaient absentes du champ international, que ce soit en tant qu'actrices ou revendicatrices. En fait, la situation des femmes est devenue une question internationale dès le début du XXe siècle, ce qui n'est quand même pas très vieux, il faut bien le reconnaître. Et les mouvements de femmes ont commencé à s'impliquer dans les institutions internationales à l'époque de la Société des Nations. Mais les approches féministes elles-mêmes arrivent intellectuellement bien plus tard. Et il faudra que la situation des femmes ait changé juridiquement, qu'un droit relatif aux femmes ait commencé à s'élaborer pour que une approche féministe commence elle-même à naître pour porter une réflexion critique sur la façon dont ce droit relatif aux femmes était fait et éventuellement mis en œuvre. Donc vous avez là une relation dialectique et historique en même temps. Alors la question féminine a été reconnue comme une question d'intérêt international, surtout, bon,
Dans l'entre-deux-guerres, je vais en dire quelques mots, mais surtout avec la création de la Commission de la condition de la femme en 1946 par le Conseil économique et social des Nations unies. Et autre étape importante, l'adoption en 1979 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'arrivée, comme je vous l'ai indiqué, c'est essentiellement après la ratification, enfin la signature de cette convention que les approches féministes se sont développées en droit international. Alors, il y a eu une multitude d'articles, principalement sur les femmes et les droits humains, et nombre de ces articles, bien sûr, traitaient spécifiquement de la Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, la CEDEF, et sur ses implications pour les femmes. Et il a fallu attendre encore une dizaine d'années, le début des années 90, pour qu'on puisse voir les approches féministes, au sens où j'en parle aujourd'hui, prendre leur essor à la suite d'une critique révolutionnaire de la discipline générale du droit international par trois autrices, Hilary Charlesworth, Christine Chinkin et Sheila Wright, qui ont publié en 1991 dans l'American Journal of International Law un article précisément consacré aux approches féministes du droit international. Alors, il est vrai que même elles, à l'époque, se sont concentrées principalement sur les droits humains, le droit humanitaire et le droit des réfugiés, mais elles posaient quand même un cadre beaucoup plus large pour réfléchir sur la matière dans son ensemble, ses structures, y compris ses structures cachées. Alors, comme vous le savez peut-être, une de ces trois auteurs, Hilary Charlesworth, a été récemment élue juge à la Cour internationale de justice et donc va devenir la 4e femme sur le banc, comme on peut dire. Alors, j'en dis un mot parce que cette élection, de façon très intéressante, a suscité des débats qui sont significatif du point de vue d'une approche féministe. Vous avez certains écrits qui se sont centrés sur la nécessité de féminiser les cours internationales. Donc ça, c'était un aspect, c'était Gendering International Courts. Et puis, il y avait d'autres qui étaient centrés sur les usages dans les élections à la Cour internationale de justice. Est-ce que quand on élisait un juge pour remplacer, pour terminer le mandat d'un juge disparu, cette élection pouvait être compétitive? Et où est-ce qu'il fallait s'en tenir à l'usage d'élire le candidat présenté par le pays dont le juge national avait disparu. Et c'est une dichotomie intéressante et d'autant plus intéressante que l'approche dichotomique est très courante dans le discours féministe qui fonctionne beaucoup avec des dualités public-privé, soft hard, obligatoire, non obligatoire. Et dans ce cas-là, c'était intéressant, je dirais, de voir l'opposition entre une réflexion axée sur le genre et une réflexion axée sur l'usage ou la tradition, même si en l'occurrence, ça ne se contredisait pas nécessairement. En tout cas, ce que Hilary Charlesworth et ses coautrices ont écrit en 1991 a enraciné une discipline académique qui est maintenant établie, même si c'est de façon très inégale dans le monde, mais il y a d'innombrables publications qui traitent des questions des femmes et du droit international. Ça veut dire que les projets d'innovation juridique et de réforme institutionnelle qui étaient pensés autrefois comme une utopie, deviennent des possibilités. Et de fait, on peut quand même observer qu'on a élaboré, rédigé un certain nombre d'instruments internationaux dans les années qui ont suivi la CEDEF, instruments internationaux traitant de la violence à l'égard des femmes, création d'un protocole additionnel à la CEDEF, poursuite du viol ou des violences sexuelles comme crime de guerre, voire comme crime contre l'humanité devant les tribunaux pénaux internationaux. Donc, on a pu voir un certain nombre d'innovations. Néanmoins, malgré ce que beaucoup considèrent comme l'influence parfois trop florissante de la pensée féministe sur la pratique juridique internationale,
Ça ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans ce domaine. D'abord, il est certain que, suivant les pays, et ça vous l'avez peut-être constaté, il y a des grands écarts selon les mondes académiques. Il y a quand même encore des mondes académiques où on considère que les approches féministes sont des approches assez exotiques, généralement menées par des femmes probablement à double complexité et qui donc n'ont pas un intérêt extrême. Et par exemple, Hilary Chartworth elle-même, déjà en 2006, avait, donc 15 ans après l'article initial, écrit un article qu'elle avait significativement intitulé « Cries and Whispers, Responses to Feminist Scholarship in International Law », crise et chuchotements. Et en fait, les cris qu'elle décrivait, c'était ceux des internationalistes qui considèrent que les études féministes sont une attaque injustifiée contre une discipline qui est capable de faire de très bonnes choses pour les femmes. Et les chuchotements, bien, ce sont ceux des internationalistes critiques qui encouragent leurs camarades féministes en privé, mais qui continuent à ignorer les écrits féministes en public. C'était le constat qu'Hilary Chartworth faisait 15 ans après son article initial. Et avec les mêmes auteurs que l'article initial, elles avaient suggéré finalement que la réponse dominante au travail féministe, aux approches féministes, c'était une masse d'inertie passive et résistante. Et donc, elles continuent quand même à penser que leur travail reste relativement marginal. Mais paradoxalement, d'autres critiques ont affirmé qu'en réalité, les féministes avaient eu trop de succès. Et il y a eu certains membres de la doctrine pour critiquer les féministes en disant que finalement, ce à quoi elles aspiraient, c'était du pouvoir. Et c'est ce qui a été qualifié par certains comme féminisme de gouvernance. Et que si les féministes voulaient effectivement exercer le pouvoir, même si elles ne l'admettaient pas, elles devaient développer une théorie de leur rôle dans la gouvernance pour exercer le pouvoir de manière responsable. Alors, avec ces quelques remarques, j'avais pour objectif de vous montrer les décalages, les écarts entre les perceptions internes et externes de l'influence féministe. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête, de penser que ce sont des courants de pensée qui ne sont pas apaisés, mais au contraire qui donnent lieu constamment à des controverses, soit internes entre féministes, soit externes avec des personnes qui n'y adhèrent absolument pas et qui leur reprochent ces tendances. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'aborder quelques questions et je voudrais le faire en deux temps, même si je ne vais pas aller dans la dichotomie formelle, mais d'essayer de vous faire comprendre pourquoi les approches féministes qui se sont développées influencent davantage certains domaines du droit international que d'autres, et aussi de vous faire réfléchir sur ce que l'histoire peut nous apprendre de ce point de vue-là et peut nous aider à comprendre pour voir quelles sont les possibilités et les limites du droit international en tant que véhicule du changement social que les approches féministes appellent nécessairement de leur vœu. Alors, au départ, la réflexion féministe en droit international s'est concentrée sur les questions fondamentales du statut des femmes et de l'égalité devant la loi. En fait, si on regarde intellectuellement les premières approches, les points d'ancrage pour cette réflexion, c'est quel est le statut des femmes
Et la revendication qui vient avec, c'est une revendication d'égalité devant la loi. C'est le projet qui s'est développé le premier d'un point de vue historique, essentiellement à partir du 19e siècle. Au 19e siècle, il y a finalement une remise en cause, et en ce sens, c'est une pensée essentiellement européenne dont je vous parle. Il y a la diffusion de l'idée que les droits devraient être universels et que tous les sujets devraient être égaux devant la loi, ce qui était une manière de marquer une opposition par rapport aux anciennes formes féodales d'organisation sociale et juridique. Alors que les anciens systèmes juridiques dans ce qu'on appelle l'Europe prémoderne distinguaient les privilèges et les pouvoirs détenus par différentes personnes en fonction de leur statut, le droit moderne qui commence à se définir au XIXe siècle veut reposer sur d'autres bases. Donc, anciennement, c'était le statut et le rang qui déterminaient les droits, les capacités et les pouvoirs d'une personne, et en particulier, l'homme contrôlait et était responsable de tous les membres du foyer, ce qui incluait les domestiques et les proches. Et le statut des femmes, en particulier des femmes mariées, était très sévèrement limité. Toute l'évolution du XIXe siècle, en particulier dans toute l'Europe, vers une économie industrielle urbaine qui est organisée autour de la responsabilité et de la liberté individuelle, a provoqué des changements importants dans les concepts et les structures juridiques. C'est-à-dire que les systèmes juridiques qui étaient auparavant basés sur des relations de droits et de devoirs liés à un statut ont évolué vers des réseaux de droits détenus par des individus formellement égaux et qui pouvaient signer des contrats concernant la propriété privée et le travail. C'est une évolution globale que je trace à grands traits. Mais ça signifiait que les personnes, en principe, ne dépendaient plus du maître du foyer où ils vivaient ou travaillaient, mais qu'ils étaient responsables et capables de se déplacer librement pour subvenir à leurs besoins. Et la famille, plutôt que le ménage, est devenue la principale unité organisationnelle de l'État, et ça coïncide bien avec l'évolution liée à la révolution industrielle. Et la famille était d'autant plus importante qu'en tant qu'institution juridique, elle joue un rôle central, et ça reste vrai aujourd'hui, dans le maintien de la discipline, de l'ordre social, dans l'accumulation et l'héritage des biens, mais aussi dans la procréation, l'éducation et la prise en charge des enfants. Alors, on a eu beau dissoudre le statut patriarcal du chef de famille, et réorganiser les relations au sein de la société dans son ensemble, en fait, dès qu'il s'est agi du mariage et des pouvoirs associés au mariage, ça a pris beaucoup plus de temps. Et en fait, les fonctions de la famille et la place des femmes au sein de la famille ont continué à être un lieu important de contestation parce que, en réalité, l'évolution qui s'était produite pour toutes les autres relations sociales ne s'est pas produite pour le mariage et pour la famille. Donc, le passage du statut au contrat comme facteur d'organisation sociale et comme facteur d'organisation du droit des personnes n'a pas du tout été uniforme. Et dans beaucoup de domaines, finalement, le statut de la femme, même encore aujourd'hui, continue de ressembler au statut de la femme prémoderne, c'est-à-dire avant l'évolution que je viens de décrire. Et dans beaucoup de pays, encore aujourd'hui, le droit d'hériter ou de posséder des biens, de voter, de se présenter aux élections, d'être employé dans certaines professions, l'accès à l'éducation, le droit d'adopter une nationalité particulière, eh bien, tous ces droits ne sont pas nécessairement acquis aux femmes comme ils le sont aux hommes. Donc, dans un tel contexte, le terrain de bataille, c'est l'égalité et les droits des femmes. Et c'est sur ce terrain-là que les progressistes ont non seulement continué à dénoncer l'ordre ancien, mais à placer la lutte. Et il est donc pas surprenant que les internationalistes du début du XXe siècle, qui étaient
dans l'ensemble d'orientations libérales au sens anglo-saxon du terme, se soient emparés de la question du statut des femmes, le début du XXe siècle étant aussi la grande époque de la bataille pour le droit de vote des femmes. Et le projet international d'éradication des discriminations à l'égard des femmes permettait à la fois d'exprimer une volonté féministe de changer la situation politique des femmes, mais indiquait aussi une volonté plus générale d'interdire toute différenciation entre les individus pour des raisons qui n'avaient aucun rapport avec leur capacité ou leur contribution. Et la Société des Nations et l'Organisation internationale du travail se sont engagés à réaliser, par exemple, l'égalité des femmes au travail. Bon, ça fait un siècle et encore cette année, on nous a rappelé dès le 2 novembre, à nous les femmes, que nous travaillons pour rien puisque les écarts salariaux avec les hommes faisaient que tout ce que nous faisions d'ici la fin de l'année était en quelque sorte gratuit. Mais le projet a été créé dès les années 20. Et plus généralement, c'est avec la création des Nations Unies que le projet a été repris avec vigueur. Comme je vous l'ai indiqué, le Conseil économique et social des Nations Unies a créé la Commission de la condition de la femme et des négociations ont été menées qui ont permis la multiplication d'instruments internationaux relatifs aux droits humains et la convention spécifique déjà nommée d'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Alors, cette convention est une étape importante, je vous l'ai indiqué. Elle vise à supprimer tous les obstacles législatifs ou réglementaires à l'égalité formelle et elle énonce l'obligation de l'État de faire le nécessaire pour permettre aux individus de combiner les responsabilités familiales avec la participation au travail et à la vie publique. Et donc, cette convention se concentre sur une reconceptualisation des obligations de l'État en vue d'éradiquer un statut différencié des femmes. Mais malgré, on peut dire, la réussite de la rédaction, on a réussi à écrire cette convention. Nous savons aujourd'hui qu'il n'est pas évident d'écrire des conventions multilatérales. Et cette convention a été très largement ratifiée. En fait, les féministes ont presque immédiatement exprimé une forme de mécontentement à l'égard de cette convention. Et notamment, on trouve de bons exemples de ces critiques dans le féminisme radical américain, qui a noté que le modèle égalitaire de la convention signifie en fait qu'elle se concentre sur les aspects de la vie où les hommes cherchent à obtenir des garanties en matière de droits humains sur la base de leur propre expérience de vie. Et donc, la convention fonctionne mieux là où les femmes ressemblent le plus aux hommes, dans la sphère publique, sur le lieu de travail, dans les écoles. En revanche, selon les féministes radicales américaines, la convention a échoué là où les expériences de vie des femmes ne sont pas les mêmes que celles des hommes et où les femmes subissent des préjugés autres que ceux des hommes. Bon, à cela s'ajoute bien sûr que les féministes ont craint immédiatement qu'on ne puisse pas forcer les États à effectuer les changements auxquels ils s'étaient engagés dans la Convention, et d'ailleurs, elles avaient raison. De nombreuses études continuent de montrer que le principe de non-discrimination n'est pas toujours respecté dans la pratique. 15 ans après la Convention, il y a eu une grande réunion qui a donné lieu au programme d'action de Pékin, qui fait partie je dirais, des grands points de référence dans l'action concernant les femmes. Ce programme d'action de Pékin, adopté en 1995, s'est inquiété de l'absence persistante d'égalité pour les femmes. Et le secrétaire général des Nations Unies, qui avait commandé une étude approfondie, a pu également constater encore 15 ans plus tard que l'égalité aussi bien en droit qu'en fait des femmes n'était réalisée dans aucun pays du monde et que dans de nombreux pays du monde, les femmes n'avaient qu'un accès limité aux droits, aux ressources et aux opportunités.
notamment dans les affaires familiales, le divorce, les codes pénaux, la nationalité, le droit de succession et le droit de propriété. Et la situation reste malheureusement la même aujourd'hui. Alors, de nombreuses féministes ont vu dans ce qu'elles considèrent en définitive comme un relatif échec un symptôme je dirais, des limites du recours à l'instrument volontariste du traité et évidemment, une réflexion est menée sur la possibilité d'utiliser d'autres outils. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de ces tentatives d'action, quelle que soit l'appréciation que l'on porte sur leur succès ou leur échec relatif, que naît véritablement l'idée de radicaliser le droit international féministe et de développer des approches spécifiquement féministes du droit international. En quelque sorte, c'est le fruit d'une frustration face aux limites des stratégies d'égalité en général et de la Convention sur l'interdiction des discriminations à l'égard des femmes en particulier. Et ça a fait sentir à un certain nombre de membres d'universitaires, de chercheurs, qu'il fallait développer une critique plus profonde du droit international et ne pas se contenter d'essayer d'utiliser quelques-uns de ces outils comme un traité pour penser résoudre les problèmes posés. Et donc, ce qu'ont fait des autrices comme Hilary Charles-Wells, Christine Shinkin ou Sheila Wright, ça a été de remettre en question la légitimité des principales institutions de l'ordre juridique international et le droit auquel ces institutions obéissent. Elles ont développé une pensée critique relative au droit international et je voudrais vous donner un peu les éléments principaux de leur critique. Elle note, si vous voulez, que le droit international a été longtemps à l'abri des critiques féministes, sauf dans les domaines où il était considéré comme directement lié aux individus, comme les droits humains. Or, en fait, le droit international, selon elle, est un système intensément sexualisé car la structure et le contenu des règles du droit international privilégient les hommes. Elle soutient qu'il est nécessaire de comprendre que le droit international fonctionne pour perpétuer la domination masculine. Le droit international est sexué en raison de sa structure organisationnelle masculine. Tous les États modernes sont des structures patriarcales parce qu'ils excluent les femmes des positions d'élite et des rôles décisionnels et qu'ils sont basés sur la concentration du pouvoir contrôlé par une élite à laquelle donc les femmes ne peuvent pas accéder. Et donc le droit international renforce et reproduit le pouvoir de l'élite par le biais de doctrines telles que l'égalité souveraine, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale, autant de termes que vous avez déjà entendus, et la légitimation de la force pour défendre cette égalité souveraine, cette indépendance politique, cette intégrité territoriale. En d'autres termes, dans la pensée de ces auteurs, une fois que l'on a compris que l'État est une structure patriarcale, toutes les doctrines destinées à protéger la souveraineté de l'État sont elles-mêmes reçues comme patriarcales. Et de la même façon, les organisations internationales fonctionnent pour permettre aux élites étatiques d'agir collectivement pour atteindre leurs objectifs. Et ces objectifs incluent la restriction des femmes à des rôles insignifiants ou subordonnés. Et on peut là faire un lien avec la sous-représentation des femmes au poste de pouvoir dans le système des Nations Unies, tout comme elle existe à l'intérieur des États. Et selon Charles Wells, Shinkin et Wright, nous vivons dans un monde où les hommes de toutes les nations ont utilisé le système étatique pour fixer des priorités nationales et économiques qui servent les élites masculines, et les organisations internationales se font l'écho de ces mêmes priorités.
Alors bien sûr, cela affecte la nature des normes établies par ces institutions. Les questions qui concernent traditionnellement les hommes sont considérées comme des préoccupations humaines générales. Si ça intéresse les hommes, c'est d'intérêt général, c'est objectivable, cela peut donner lieu à des normes universelles. Il y a un glissement dans la pensée qui est tout à fait évident. Alors que les préoccupations des femmes sont, elles, reléguées dans une catégorie spéciale. Ce sont des préoccupations subjectives et particulières, et donc et qui restent partielles. Et sur la base de cette approche et de cette analyse, la conclusion, bien sûr, est que le droit international n'aborde pas de manière adéquate les problématiques des femmes, telles que la discrimination de genre, la violence domestique et la violence sexuelle. Et les auteurs donnent un exemple qui est extrêmement intéressant et dont on reparle beaucoup de nos jours. C'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que, comme moi, vous avez entendu que tout récemment, en réalité, la violence domestique est aussi devenue un sujet au plan international. Peu après avoir pu devenir un sujet au plan national, et encore, je ne parle que pour les pays, que pour quelques pays. Bien, les auteurs avaient donné l'exemple de la structuration de l'interdiction internationale de la torture. En fait, pour qu'on considère du point de vue du droit international qu'il y a torture, eh bien, il faut qu'il y ait une violence infligée par des agents publics pour tenter d'obtenir des aveux ou des informations. Avec une telle définition, les types de douleurs ou de souffrances qui sont infligées aux femmes en général au sein du foyer ou par des personnes privées, ne sont pas considérées comme de la torture. Donc, vous avez là un phénomène d'exclusion, en quelque sorte, par le silence, qui tient à un choix de définition. Et loin de moi l'idée de remettre en cause la définition existante de la torture dans ce qu'elle est, mais mon objectif est de vous montrer que l'approche féministe tend à montrer que cette définition est beaucoup trop étroite et que mériterait d'être également qualifiée de torture des types de violences qui ne le sont pas actuellement parce qu'ils sont au sein de ce qu'on considère comme l'espace privé et perpétrés par des personnes privées. Donc tout ce qui est violence domestique et qui peut être tout à fait équivalent à des tortures n'est pas qualifié tel. Alors cette critique féministe, elle est radicale pour deux raisons. D'abord parce qu'elle met en question les fondements de la pensée juridique positiviste qui est dominante dans le monde occidental en tout cas. Depuis le début du XXe siècle et surtout après la Première Guerre mondiale, les approches positivistes et dogmatiques du droit avaient gagné du terrain dans tout le monde occidental, et on avait un peu cette vision que la validité de la loi, du droit, était déterminée non pas par son contenu, mais par sa source et par la régularité de son élaboration. Donc, on n'a pas du tout affaire à quelque chose qui a été élaboré par un groupe de savants à partir de l'équité, du droit naturel, de la coutume locale, des normes morales. Et donc, en ce qui concerne le droit international, on privilégie l'accord, la convention, ou alors les sources du droit qui font autorité pour trouver des réponses aux questions qui se posent. Et si on veut se demander pourquoi une source particulière a été ou devrait être déterminante pour le droit, eh bien, du point de vue des positivistes, on sort du domaine des arguments juridiques acceptés pour se tourner vers l'anthropologie, la théologie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, voire la politique. Mais en réalité, à chaque fois qu'on se pose la question de savoir quels sont les intérêts qui sont servis par une règle de droit, ce qui peut sembler inhérent, par exemple, à l'approche féministe, eh bien, il n'est pas rare de faire face à des gens qui vous répondent « Ah oui, mais ça, ce n'est pas du droit, c'est de la politique. » Et pourtant.
Et pourtant, ces questions méritent d'être posées parce que ce sont les questions que posent les approches féministes du droit international. Elles lancent un défi à la légitimité du droit international moderne. Elles remettent en cause l'hypothèse fondatrice du droit international, à savoir qu'il s'applique parce qu'il est le produit de sources spécifiques considérées par la communauté internationale comme faisant autorité. Donc, en fait, les approches féministes ont mis en cause et ont critiqué une forme de droit qui reflète principalement la volonté des élites qui détiennent le pouvoir sur un territoire particulier. Ce qui se ramène à ce que je disais précédemment, à savoir que, ce faisant, elle relie le droit aux intérêts qu'il sert. Reste à savoir si on considère que c'est ou non le rôle des juristes. Les approches féministes considèrent que oui, et je partage totalement ce point de vue, mais il n'est pas rare que ce point de vue soit contesté. La deuxième dimension radicale de cette approche féministe, c'était de réinterpréter la situation politique dans laquelle opère le droit international. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'État est vu comme une structure patriarcale. Donc, si on réinterprète la situation politique dans laquelle opère le droit international, eh bien, on ne peut plus considérer l'État comme le garant de la protection et de la sécurité. Les situations de guerre civile, dans cette perspective, ce ne sont pas seulement celles où des hommes armés s'attaquent mutuellement et s'attaquent aux populations qu'ils contrôlent, mais en fait, dans cette perspective, tous les viols, toutes les violences sexuelles infligées par des hommes à des femmes doivent être considérées comme faisant également partie d'une guerre civile en cours entre les hommes et les femmes. Alors, l'État, dans cette perspective, existe pour protéger la domination masculine et en fait, la violence domestique s'apparente à une stratégie de contre-insurrection. Donc, en prenant une approche féministe de ces problématiques, en remettant en cause les paradigmes établis et les concepts établis, les auteurs qui se rattachent à ces auteurs féministes ont une revendication révolutionnaire par rapport au pouvoir et à la légitimité de l'État. Pardon. Ce que vous entendez, c'est une manifestation de l'État luxembourgeois. Donc, cette critique, évidemment, engendre un certain nombre de projets de réforme. Et c'est là qu'on trouve, je dirais, les ambiguïtés. Parce que un de ces projets, c'est d'essayer de remédier à toutes les formes de préjudice dont souffrent les femmes, à commencer par la violence. Et quand les auteurs féministes réfléchissent à ça, ils n'ont pas toutes les mêmes réponses. Alors, des auteurs comme des autrices comme celles que j'ai citées, Charlesworth, Chaikin et Wright, tout en ayant critiqué le rôle de l'État et des organisations internationales, pensent en définitive que ce sont des régimes internationaux qui pourraient permettre de lutter contre la violence à l'égard des femmes. Et donc, malgré leur remise en question de la nature représentative des organisations internationales, elle prône que le pouvoir exécutif international soit utilisé à des fins féministes et que les organisations internationales peuvent être un moyen de protéger les femmes. Et dans le même temps, le deuxième projet, c'est d'inclure davantage de femmes dans non seulement le gouvernement des États, mais aussi dans les organisations internationales. Et donc, ce sont des projets qui veulent essayer de promouvoir les femmes. Ça fait partie de certaines approches féministes. Et de fait, ces approches féministes ont provoqué des prises de conscience. Mais en même temps, elles ont été critiquées et confrontées à d'autres visions ou d'autres approches féministes, dont certaines encore plus radicales dénoncent un mode de pensée qui reste impérialiste. Et par exemple, on a reproché aux auteurs que j'ai abondamment cités de se concentrer principalement sur le genre, d'être des féministes impérialistes et de ne pas analyser toutes les subtilités
des effets, par exemple, du droit international économique sur les femmes du Sud. Alors, mon objectif n'est pas d'exposer toutes ces critiques, mais je voudrais les illustrer de façon beaucoup plus concrète en prenant deux exemples très, très rapidement. En réalité, je ne sais pas trop combien de temps il me reste, donc je me tourne vers… Bon, il vous reste à peu près une quinzaine de minutes, si ça vous convient. D'accord. Je voudrais prendre l'exemple, puisque j'en ai parlé, des violences sexuelles à l'égard des femmes et de la réponse qu'on y a apportée. Parce que c'est aussi un défi intellectuel pour les approches féministes. Donc, la façon dont on doit répondre à ces violences sexuelles, mais aussi la façon dont on doit analyser la réponse qui a été apportée. Cette violence sexuelle a été longtemps invisible en tant que question humanitaire ou question de sécurité en droit international, mais maintenant elle est devenue un élément central. Et ce qui a rendu possible cette évolution, bon, ça a été l'émergence d'une société civile internationale avec des organisations non gouvernementales très actives. Ça a été aussi des travaux universitaires comme ceux de Catherine McKinnon, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler parce que c'est une des féministes radicales les plus connues aux États-Unis. Et elle a énormément travaillé sur les questions de sexe. Elle est à l'origine de la notion de crime sexiste. Et elle a construit toute une théorie qui finalement fait une sorte de parallèle. Je dirais que dans la pensée féministe de Catherine McKinnon, le sexe a à peu près le même statut que le travail a dans le marxisme. Donc, c'est une variable tout à fait essentielle d'où on fait dériver tous les rapports qui peuvent se construire dans une société, y compris les rapports de pouvoir. Et selon elle, son principal argument, c'est que les crimes liés au genre se produisent en raison des différences de statut et des différences de pouvoir entre les femmes et les hommes. Et donc, elle a conceptualisé donc, cette notion de crime sexiste. Alors, son influence, qui était très forte dans les années 80-90, a ensuite diminué parmi les féministes, mais elle a eu un impact sur l'élaboration d'un certain nombre de législations nationales qui traitent de harcèlement sexuel, de la pornographie, et aussi sur l'élaboration de réglementation internationale traitant de la criminalisation du trafic sexuel et de la violence dans les conflits armés. Ensuite, autre élément qui a joué un rôle pour que l'attention se porte sur les violences sexuelles, il y a la revitalisation du Conseil de sécurité dans les années 90, avec un concept de sécurité qui est devenu beaucoup plus ambitieux. Et donc, il est devenu courant que les Nations Unies soient représentées comme responsables du maintien de la paix et de la sécurité internationale et qu'elles aient en charge de protéger les populations civiles et notamment de protéger les femmes contre les violences sexuelles. Et donc, dans les années 2010 à 2020, on peut constater que toutes les institutions régionales ou internationales ont intégré les questions de violence à l'égard des femmes dans leurs travaux et que cette violence à l'égard des femmes est devenue une question clé pour tous les organes de défense des droits humains et qu'elle a été prise en compte dans l'ensemble du système des Nations Unies, y compris par les organes centraux. Et le Conseil de sécurité qui a adopté une multitude de résolutions qui traitent de la protection des civils, qui ont été de plus en plus axées sur la question des violences sexuelles. Entre les années 2000 et aujourd'hui, on a une quinzaine de résolutions qui traitent de ces questions et qui, en portant de plus en plus d'attention aux violences sexuelles. Et le Conseil de sécurité a développé un véritable programme Femmes, Paix et Sécurité. L'objectif étant de faire en sorte que les violences sexuelles liées au conflit ne restent plus impunies. Mais si on regarde les choses rétrospectivement maintenant, on va voir que cette évolution
qu'on ne peut en soi voir que comme positive, montre que la question de la violence a été principalement axée sur le contexte des conflits, ce qui a eu pour effet de promouvoir l'idée que l'important est de rendre les situations de conflit moins dangereuses pour les femmes. Et la question de la violence contre les femmes est incluse dans l'agenda de la sécurité. Donc, alors, vous allez me dire, oui, c'est évident et c'est bien puisque c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Certes, mais ce qui est intéressant à noter là, c'est que historiquement, l'agenda féministe est un agenda pacifiste. C'est un agenda anti-guerre. Et si la violence contre les femmes devient une question incluse dans l'agenda de sécurité, si vous voulez, il y a une forme de contradiction qui s'inscrit entre ce qu'est l'objectif du féminisme, qu'il n'y ait plus de guerre, et la façon dont on traite cette violence qui est incluse dans un agenda qui gère les guerres. Et surtout, la violence sexuelle est devenue un thème central pour les tribunaux pénaux internationaux. Les tribunaux pénaux créés par le Conseil de sécurité pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ont reçu le pouvoir de poursuivre des individus pour viol ou autres délits sexuels lorsqu'ils sont commis en tant que crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Et le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a déjà développé une jurisprudence importante à cet égard. Et la même compétence a été donnée à la Cour pénale internationale par le statut de Rome. Et il n'y a quasiment aucune affaire devant la Cour pénale internationale qui n'inclut pas des allégations de crimes ou de violences sexuelles. Il y en a désormais dans toutes les poursuites. Alors, on peut considérer cette évolution comme une réussite. Mais il existe aussi d'autres récits féministes, et par exemple des autrices comme Karen Engel, Vasuki Nesia et Diane Otto affirment dans un article très, très récent qui va être publié dans un ouvrage au Cambridge University Press, un ouvrage intitulé International Legal Theories, qui va être publié coédité par Marc Pollack et Jeff Denoff. Elles ont prépublié leur chapitre, et dans leur chapitre sur les approches féministes du droit international, elles affirment que ces différents projets sur les violences sexuelles ont renforcé ce qu'elles appellent de nombreux aspects dangereux du féminisme et du droit international. Elles considèrent que les approches qui ont été prises ont mis l'accent sur le préjudice subi par les femmes, en particulier le préjudice sexuel, pour contribuer à la légitimation et à l'extension d'arrangements institutionnels, juridiques, militaires et économiques qui exacerbent la précarité des individus, des communautés et des États marginalisés. Et juste pour poursuivre l'argument, le Conseil de sécurité légitime son agenda de sécurité en y incluant des questions comme les violences sexuelles à l'égard des femmes, qui sont des questions qui suscitent, je dirais, une réaction positive. Et surtout, toute l'évolution a recentré la question de la violence contre les femmes sur les questions de guerre et de sécurité. Et en criminalisant la violence à l'égard des femmes, ça a produit un autre effet qu'il est très important de souligner, c'est que cela déresponsabilise directement les États, parce que dans le cadre de la criminalisation, on impute la violence sexuelle à des acteurs individuels de toutes les parties d'un conflit donné, ou à des acteurs non étatiques que l'État est simplement chargé de punir. Et on n'accorde quasiment pas d'attention à la manière dont le fait de privilégier le droit pénal en tant que garant des droits humains a modifié les approches juridiques féministes et internationales de la justice. Donc,
Je vous donne ces exemples parce que je trouve que c'est très frappant de voir comment on peut retourner complètement l'interprétation d'une situation. Et je pense que c'est, en tant qu'outil méthodologique, extrêmement utile pour des juristes de toujours se rappeler de l'importance de savoir renverser une argumentation, y compris celle à laquelle vous croyez le plus. C'est un excellent moyen de la tester, mais c'est aussi un moyen de tester sa crédibilité. Et donc, la critique féministe encore plus radicale qui est développée de ce point de vue montre qu'on néglige d'autres perspectives, notamment celles qui visent les formes de violence souvent quotidiennes, qui sont fondées sur les structures superposées du colonialisme, du racisme, de la normativité du genre et de l'inégalité économique. Et là, on peut aussi arriver à une autre couche, je dirais, d'approche féministe, qui n'est pas exclusivement féministe, mais qui est basée sur l'intersectionnalité. Ce type d'approche féministe dont je viens de vous parler fait beaucoup appel à cette idée d'intersectionnalité et sur l'importance précisément d'utiliser plusieurs perspectives pour ne pas omettre certaines formes de violence qui, sinon, ne seraient pas perçues. Ça, c'était un exemple que je voulais, par lequel je souhaitais vous interpeller. Et un deuxième exemple sur lequel je vais dire deux mots très rapidement, on pourra en parler davantage si vous le souhaitez ou si vous avez des questions, part encore une fois d'un des éléments mis en avant par les autrices que j'ai abondamment citées. Qui était qu'il fallait accroître la présence des femmes dans les organisations internationales, dans les gouvernements et, par exemple, dans les juridictions internationales, qui est un sujet sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé. Et Dieu sait que je me réjouis qu'il y ait davantage de femmes dans les tribunaux internationaux et parmi les juges internationaux. Mais la question qui se pose du point de vue d'une approche féministe, encore une fois, c'est de savoir, quand même de se poser la question critique, de savoir pourquoi il faudrait davantage de femmes juges dans les cours et tribunaux internationaux. Alors, je parle des juges, je pourrais parler aussi des conseils, mais je me centre sur les juges. Alors, pourquoi davantage de femmes juges dans les tribunaux internationaux ? Alors, on vous dira, vous trouverez toute une pluralité de réponses. C'est un sujet sur lequel il y a pas mal de littérature, mais un des arguments qui vient le plus souvent, c'est de dire, mais finalement, c'est parce que les femmes vont apporter un point de vue différent. Bon, en d'autres termes, il y aurait une voix féminine qui aurait besoin de se faire entendre dans le système judiciaire. Très bien, mais qu'est-ce que l'on entend par voix féminine dans le système judiciaire? Qu'est-ce que cela vise à désigner? Est-ce que cela veut dire que c'est lié à la biologie? Les femmes sont différentes et ça correspondrait à un certain nombre de ces stéréotypes qui voudraient que les femmes soient plus portées sur la conciliation et moins sur le contentieux plus confrontationnel, ou qu'elles aient beaucoup plus l'éthique du care. Est-ce que c'est basé sur la biologie ou est-ce que c'est basé sur une compréhension fixe de l'identité des femmes? Ou alors, est-ce que c'est basé sur le fait que les expériences de vie des femmes sont différentes? Auquel cas, on se réfère là non plus à une réalité biologique ou à une identité fixe, mais on se réfère à une expérience sociologique. Et de ce point de vue-là, en tout cas à l'état actuel des choses, je crois que nous pouvons tous convenir que l'expérience sociologique des femmes est différente de celle des hommes. Donc, si on se réfère à l'expérience sociologique, l'argument que les femmes apporteraient sur le banc des tribunaux une diversité d'expériences qui serait bénéfique est un argument tout à fait recevable. Oui, mais si on doit alors parler d'expériences sociologiques et de diversité d'expériences sociologiques,
à ce moment-là, on doit se demander si on ne doit pas considérer la diversité d'expériences sociologiques de façon plus globale et prendre à bord d'autres diversités d'expériences sociologiques et pas seulement celle des femmes. Donc, on se pose une nouvelle question et je la laisse sous forme de question. Et puis aussi, on peut prendre en compte un fait tout à fait basique qui reste également une réalité sociologique, c'est qu'il existe des hommes très féministes et des femmes très misogynes. Donc, dire qu'il faut plus de femmes sur le banc des tribunaux n'est pas forcément de nature à résoudre les problèmes que l'on souhaite résoudre. Donc, il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi on souhaite ou on pense, ou pas d'ailleurs, qu'il faut davantage de femmes juges. Il y a encore un autre argument que je vous soumets parce que je le trouve intéressant, c'est l'argument de la non-discrimination. Et cet argument-là est particulièrement intéressant, alors non seulement parce qu'il renvoie à une vieille idée que j'ai déjà évoquée, et qu'on peut simplement dire, bah, écoutez, c'est normal qu'il y ait plus de femmes qui soient dans les tribunaux internationaux comme partout. Le simple fait, les femmes représentent la moitié de l'humanité, elles devraient occuper la moitié des positions. C'est logique, c'est conforme avec les idées d'égalité et d'équité. Mais en fait, l'argument est intéressant quand il est poussé plus loin, comme l'ont fait certains auteurs, et qui montre que si on qualifie la sous-représentation des femmes de discrimination, c'est-à-dire le fait que les femmes soient sous-représentées, c'est une discrimination, eh bien, on va mener à un renversement de la charge de la preuve, si j'ose dire. En ce sens que quand vous allez devant un tribunal, vous allez devant une entité qui est censé juger votre cas en toute impartialité et en toute indépendance. Et vous délivrez une solution qui sera pour vous équitable ou qui sera pour vous acceptable parce que vous aurez le sentiment que justice a été rendue. Est-ce que si on prétend que l'équilibre entre les sexes dans la composition des tribunaux n'est pas pertinent, n'est pas approprié, n'est pas une discrimination, autrement dit, si on plaide en faveur du statu quo, du déséquilibre actuel, en disant que ça n'est pas une vraie question, à ce moment-là, il faut il faut arriver à prouver que en dépit de ce déséquilibre, les décisions rendues remplissent les conditions d'équité et d'impartialité qui sont requises des tribunaux. Et est-ce qu'on peut prétendre que des tribunaux dont la composition est aussi nettement déséquilibrée satisfont les conditions d'équité et d'impartialité qui sont requises collectivement des cours de justice? Alors, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Parce que nous avons tous des biais qui, par définition, sont inconscients. Nous savons aussi que les cours ne peuvent pas nécessairement être totalement représentatifs des constituencies auxquelles elles s'adressent. Néanmoins, quand une cour mondiale, comme la Cour internationale de justice, est appelée à se prononcer en face d'une humanité à moitié composée de femmes, peut-on considérer que l'organe présente toutes les garanties d'impartialité et d'équité requises si elle ne compte en son sein que 4 femmes parmi 15 juges? Alors, c'est un argument qui a évidemment un gros potentiel subversif parce qu'il pourrait conduire à considérer qu'il faudrait mettre en place des politiques de quotas. Et en même temps, les politiques de quotas, elles ont à la fois des avantages et des inconvénients. Elles ont l'avantage de forcer les choses là où l'argument de l'éducation va requérir le passage du temps de 2 ou 3 générations. Et on se rend compte finalement qu'on s'habitue plus vite qu'on ne le pensait à la présence des femmes dans un certain nombre de cercles. Ils ont l'inconvénient que Hilary Charlesworth elle-même a dénoncé, qu'on finit par ramener la question du traitement de la situation des femmes
à des questions de chiffres, de nombre de personnes, au lieu d'adresser les causes profondes de cette situation. Donc, vous le voyez, je finis par poser plus de questions que je n'ai fourni de réponses, mais je pense que c'est un des objectifs essentiels des approches critiques, que précisément ceux qui les utilisent et qui savent les prendre comme des outils arrivent à identifier des questions qu'ils ne se seraient pas posées sans ces approches. Et pour nous tous, en tant que chercheurs, que ce soit de profession ou apprentis comme les étudiants, il est important de toujours et constamment savoir se poser des questions, mais aussi savoir renouveler ces questions. Donc, j'espère que j'en ai posé quelques-unes qui vous ont interpellé et bien sûr, je me réjouirai de répondre à vos commentaires et à vos questions. Je vous remercie de votre attention.